Au sommaire de Refait la Tech, comment la France mise sur la Deep Tech, ces startups qui développent les technologies de rupture de demain. Coronavirus, en marge de la pénurie de composants, l'épidémie va-t-elle mettre fin à la mondialisation? Enfin, la pollution numérique et l'usage intensif de nos smartphones pèsent de plus en plus lourd sur le réchauffement climatique. Quelle solution? Débat! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la nouvelle émission réalisée par l'équipe de On fait le Max. Cela s'appelle On refait la tech. C'est le débat des grands enjeux de la tech. Et elle réunit la fine fleur de la presse couvrant ce domaine en France. Nos grandes voix de la tech, à commencer par Elsa Babaron du Figaro. Bonjour Elsa. Bonjour Olivier. Comment ça va? Très bien. Tiens, un mois d'actualité à réviser avant ce deuxième épisode. Le premier épisode était un pilote, et pas mal de succès. Merci pour votre fidélité et on a la chance de retrouver cette semaine Guillaume Gralet du Point. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Plein d'actu encore une fois autour de la tech. On va parler de plein de choses cette semaine. Et une nouvelle tête dans On refait la tech. Il était absent pour notre première le mois dernier. En duplex depuis, pas la rédaction de l'Express, mais presque. Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Ça va bien? Et bonjour à l'équipe. Super. Ouais. Salut Manu. Salut Emmanuel. Vous avez tous bien Salut. révisé, on y va? Allez, on enseigne tout de suite les amis avec le premier sujet de cette émission, la Deep Tech, cette lame de fond qui va tout changer. La France mise sur la Deep Tech en préambule les amis. La Deep Tech c'est quoi? Qui peut me donner une définition en plateau peut-être avec... Moi j'ai envie de dire que Oui, la allez. deep tech, c'est un peu ce que devrait être chaque start-up, c'est-à-dire c'est une innovation dite de rupture, c'est-à-dire capable de changer la vie de plusieurs centaines de millions de personnes et qui, on va en parler, nécessite parfois des investissements sur le long terme. Ouais, donc la problématique, c'est qu'effectivement, donnez-moi des exemples concrètement d'applications Deep Tech. Qu'est-ce que il te vient en tête quand tu penses Deep Tech, notamment en France? Pas en France, mais je pense que ce qui illustre mieux la deep tech et l'importance que ça a eu dans nos existences, c'est le GPS. Ouais. C'est typiquement une application deep tech de rupture qui a permis de changer le quotidien de chacun. À commencer par le mien, parce que je me perds tout le temps et moins avec un GPS. Et voilà, c'est typiquement ce genre d'application. Ensuite, on arrive maintenant avec de la deep tech dans beaucoup de domaines, notamment dans les biotechnologies, avec des domaines de santé, de pancréas artificiel, de nouveaux diagnostics. Plein de choses qui sont un peu à la mode en ce moment. Alors on pense à Diabloop qui est à l'origine d'un pancréas artificiel, à Keranova qui offre des solutions de robotique ophtalmologique, ça c'est rien que pour des Français, Microfit, un spécialiste des solutions naturelles à base d'algues pour la nutrition et le bien-être, ou encore Nawa, une nouvelle génération de batteries à base de néotubes de carbone pour des recharges ultra rapides et une autonomie record. Emmanuel, c'est plutôt une pratique nouvelle que de miser sur des technologies de rupture. Et de miser sur le long terme en France, c'est plutôt des choses qui étaient plus courantes aux États-Unis ou qui sont très populaires aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu sais, ils ont ce qu'on appelle ces fameux moonshots. En fait, c'est des projets pour atteindre la Lune, quoi, en gros. Et pour ça, on peut mettre des investissements massifs sur plusieurs années pour développer des technologies. Ça peut être la voiture autonome, ça peut être l'ordinateur quantique. Donc avec des applications qui ne sont pas immédiates, mais qui vont, comme le disait Guillaume, qui vont changer et révolutionner la vie de centaines de millions de personnes. Donc c'est vrai qu'en France, on est moins sur cette position-là. Même le côté moonshot, c'est pas quelque chose qu'on utilise particulièrement, mais il y a des initiatives françaises et européennes qui commencent à voir le jour en disant justement, c'est aussi pour rêver, un peu nous faire rêver sur des voies futures. Alors certaines vont aboutir, d'autres non. Donc c'est très risqué, c'est beaucoup plus risqué, avec justement, comme le disaient aussi Guillaume et Elsa, c'est des investissements massifs. Donc il faut avoir quand même des fonds de capital risque qui sont prêts à endosser ce risque, à financer sur le long terme. Donc ils existent en Israël, ils existent aux États-Unis, ils sont un peu moins présents en France. Est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter une petite caractéristique si on regarde un peu à l'histoire, à l'essor des deep tech, ça a souvent reposé sur des investissements militaires. Des investissements effectivement sur le long terme. On n'attend pas un retour sur profit immédiat. Les recherches sur la voiture autonome, ils sont nés à la DARPA, donc une agence qui dépend du gouvernement fédéral aux États-Unis. C'était le cas aussi dans la recherche sur les exosquelettes. Mais on voit effectivement de plus en plus d'idées parce qu'on a des super centres de recherche en France. Tu en as cité pas mal en France, mais il y a aussi Cardiologues qui veut anticiper les problèmes cardiaques grâce à l'intelligence artificielle. Bref, on voit vraiment un foisonnement.
La conquête de la Lune, c'est le bon exemple. C'est une application entre guillemets militaire qui a bénéficié derrière aux civils, dirons-nous. Et si l'industrie de la tech a pu se développer, c'est par rapport, notamment dans la Silicon Valley, l'origine de la Silicon Valley, c'est la conquête de la Lune. Ce n'est que ça. Elsa, on a de bons fondamentaux en France, mais on a un problème de financement. C'est ce que disaient Guillaume et Emmanuel. On va se répéter là-dessus. Parce que la nouveauté aujourd'hui, c'est que la France a annoncé un fonds Deep Tech, 1,3 milliard. Alors c'est tout petit, parce qu'en face de nous, on a la NASA et la DARPA qui investissent et ça se compte en dizaines de milliards. Alors, les chiffres sont un peu difficiles à avoir exactement parce que c'est du budget américain et on ne sait plus ce qui va où. Mais Boeing, une grande partie des avancées de Boeing ont été faites sur des fonds de la NASA. Il ne faut pas l'oublier. Donc tant qu'on fait cette espèce de séparation, parce qu'on est très vertueux, non, surtout en France, on ne veut pas employer des fonds publics pour développer des entreprises privées, on va se faire rouler sur les pieds par les Américains et les Israéliens qui, pour des raisons aussi géopolitiques, investissent massivement dans toute la recherche. Et donc, d'où cette importance en France d'avoir en fait jusqu'à 2,5 milliards d'euros qui vont être déployés à destination de ces startups dites deep tech et surtout leur donner le temps. C'est-à-dire que si dans 5 ans, le projet n'est pas abouti, il ne va pas y avoir un fonds qui va sortir, qui va vendre, qui va vouloir aller le revendre à un Américain. Se donner le temps, leur donner 10, 15 ans. On se dit, on parie sur cette technologie, on sait que ça va déboucher sur quelque chose. Par contre, c'est pas demain, quoi. Et la difficulté, c'est de convaincre des investisseurs qui sont plutôt attirés entre guillemets par les low-tech, c'est-à-dire vraiment un retour sur un investissement rapide. Idéalement, trouver une entreprise qui fasse un tabac et qui fasse un succès à la Facebook, qui commence dans un garage et qui finit avec des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais ça, encore une fois, ça demande une acculturation aussi des investisseurs en Europe et en France, messieurs, peut-être. Alors, il y a une initiative Messieurs, dames, s'il te plaît. Messieurs, dames, parce que tu as parlé juste avant. Oh là là. Il y a une initiative, Elsa. Oui. Je vous laisse, salut. Qui est assez intéressante parce qu'elle n'est pas trop connue. En tout cas, il y a une personne à suivre si vous aimez les types tech, si ça vous intéresse. C'est Xavier Duporté, qui est à l'origine lui-même d'une start-up, Eligo, et qui a rassemblé pas mal de capital risqueurs privés pour mettre en avant pas mal de start-up. Il y a Pascal, par exemple, qui travaille dans le quantique. Alors, tu le disais tout à l'heure, Emmanuel, on a de bons fondamentaux, ou c'était Elsa, pardon, en France. On pense naturellement au CNRS, on pense au CEA, le commissariat de l'énergie atomique, on pense à l'INRIA, l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique. Donc, on sait qu'il y a énormément de Français qui sont issus de l'INRIA, qui ont fait les belles heures de la Silicon Valley, notamment d'Apple, mais on n'est pas dans Refait le Mac, donc je vais changer de sujet. Est-ce que, Emmanuel, Elsa ou Guillaume, il y a aussi un travail à faire d'évangélisation de ces chercheurs qui sont un peu sur le mode, entre guillemets, j'ai une recherche financée par l'État, pour aller chercher les investisseurs. Est-ce qu'il y a aussi un travail pour privatiser quelque part leur recherche? Alors, il y a des engagements là, qui ont été pris par l'INRIA, formels, de sortir 100 start-up. Alors, je ne me souviens plus de l'horizon, Guillaume, à l'horizon de 5-6 ans, d'accélérer en fait le rythme de start-up qui sortent de l'INRIA tous les ans. Et tout le défi du truc, ça va être de faire en sorte que les chercheurs deviennent des entrepreneurs. Alors, ils ne vont pas devenir des entrepreneurs tout seuls, ils vont devenir des entrepreneurs parce qu'on va les aider à mettre en place des binômes. Et puis, il faut faire rentrer dans la tête du chercheur moyen français que gagner de l'argent, ce n'est pas sale. Donc, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Et voir une évolution peut être géniale, mais s'il n'y a pas de marché, jamais ça sert à rien. En revanche, s'il y a un marché plus tard, là, il faut y aller. C'est toute la difficulté aussi de la temporalité de la recherche. Oui, mais tu as totalement raison. Et là-dessus, on attend aussi la position européenne. On en avait déjà un peu parlé dans l'émission 0. Dans notre pilote. On saura vraiment, avant la fin de l'année, quelle sera sa politique industrielle en termes de numérique, en termes de financement. Et surtout, il faut regarder ce qui se passe au niveau de la Chine, parce qu'il y a à la fois, en termes de dépôt de brevets, en termes d'investissement en recherche, la Chine ne veut pas du tout se faire oublier. Bonne petite, elle a dépassé les États-Unis en termes de dépôt de brevets. L'Europe est encore en avance, mais l'Europe doit pouvoir matérialiser tout ça pour qu'on ne soit pas une colonie
numérique et dans les biosciences des États-Unis ou de la Chine. Emmanuel, Elsa en parlait, la BPI tente d'encourager, la Banque publique d'investissement tente d'encourager les investissements dans la deep tech. Elle a lancé un plan génération deep tech plus d'1,3 milliard d'euros sur 4 ans. Alors est-ce que c'est suffisant à ton avis? Ça c'est pour financer une centaine de startups. Oui, évidemment, c'est pas suffisant, mais encore une fois, il y a un autre sujet dont parle Guillaume, qui est en fait le problème parmi ces technologies de deep tech, il y a beaucoup de technologies qui s'appellent des technologies dites duales, c'est-à-dire qui ont des applications militaires et civiles. Et aujourd'hui, la plupart des innovations militaires, elles viennent du public, elles viennent plus du militaire, contrairement au passé. C'est-à-dire qu'avant, tu parlais de la NASA, etc., ou de la DARPA, beaucoup de choses venaient de la DARPA et venaient après dans le civil. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des technologies civiles qui viennent vers le militaire. Donc les militaires, l'industrie de défense est en train de courir après des petites sociétés de deep tech parce qu'ils voient qu'il y a une application grand public, mais il y a aussi une application militaire assez intéressante. Ça peut être dans l'ordinateur quantique, dans la voiture autonome, puisque derrière ça donne des armes autonomes. Donc on voit que toute technologie de l'intelligence artificielle qui peut être utilisée dans l'armée, par exemple, pour commander des drones qui peuvent arriver à plusieurs milliers de drones, qui peuvent attaquer une base, par exemple, simultanément. Et si vous tirez sur un drone, un autre prend le relais. Donc tout ça, en fait que la frontière civile et militaire est en train en fait de devenir de plus en plus floue, ce qui veut dire qu'en termes de souveraineté aussi, il y a de plus en plus de fonds qui sont proches, notamment par exemple en France on a un fonds qui s'appelle ACE, qui est proche du ministère des Armées, qui investit en fait en partie dans ces sociétés-là. Alors c'est pas mal parce que ça permet de sécuriser des technologies qui peuvent être sensibles en termes de souveraineté dans le futur. Le problème c'est que ça peut être repoussoir pour des investisseurs étrangers du type américain, chinois ou autre, en se disant derrière il y a quand même l'armée française ou il y a quand même l'État français. Donc toute la question et la subtilité c'est de savoir qui finance, à quel stade et pour quel type d'application, civile ou militaire derrière, avec encore une fois cette frontière qui devient de plus en plus floue. Oui, juste la Défense a mis en place un programme d'open innovation. Quand je dis la Défense, le ministère de la Défense a mis en place, comme le font la plupart des grandes entreprises maintenant dans le monde, c'est-à-dire qu'ils vont incuber des startups aussi carrément au ministère, avec les services de l'État, avec l'appui des chercheurs, pour justement faire avancer plus vite cette recherche. Et c'est vrai que ça pose le problème, peut-être on va faire peur aux investisseurs chinois, mais enfin si on ne le fait pas nous-mêmes, un jour on va être obligé d'acheter toutes nos technologies, soit aux Chinois, soit aux Américains. Donc à un moment, il faut prendre le pari de la souveraineté européenne, si ce n'est nationale. Pour conclure. Je regardais, parce que tu demandais si c'était assez. En fait, non, c'est pas assez. Non, mais c'est pas mal. C'est un tiers, je regardais, du budget de la DARPA de l'an dernier. Il y a une petite initiative également, pour ceux qui ont envie d'encourager ce genre d'initiative, à suivre, qui s'appelle Jedi. Je crois que tu connais, Elsa. Ça a été lancé par André Losgouk-Pietri, avec pas mal de cadres de Naval Group, de Airbus. C'est soutenu aussi par le CNRS, pour à la fois changer l'état d'esprit, mais également montrer qu'on peut avoir des projets sur le long terme. Et c'est vital, parce que c'est vraiment, ce sera notre quotidien à l'échelle des 20 prochaines années. Un peu comme il y a 30 ou 40 ans, on a lancé des grands programmes industriels en France, notamment sous l'impulsion du général de Gaulle. On pense à l'armée, on pense au nucléaire, on pense au TGV, on pense à Airbus, plus tard. Au Concorde, et on en récolte les fruits aujourd'hui. Allez, juste peut-être un petit chiffre pour terminer. En fait, les levées de fonds dans la deep tech, c'était 18 milliards de dollars en 2018 et c'était à peine 14 en 2016. Donc, une progression de quasiment en 4-5 ans de plus 20%. Donc, on voit que les flux monétaires arrivent sur ces technologies-là, qui sont des technologies longues, comme on disait précédemment. Mais en tout cas, il y a une volonté et il y a une envie des investisseurs de soutenir ce type de projet. Allez, après la deep tech, retour au low tech, cap sur la Silicon Valley pour rejoindre Phil Jeudy, qui déambule dans les rues de San Francisco en chasse des dernières tendances. Bonjour, de retour à San Francisco sur Market Street, quelque peu délaissé par les touristes en ces périodes de virus. Et je me trouve donc devant un magasin Amazon Go, ce fameux magasin bourré de caméras et de capteurs qui, grâce à du logiciel et un petit peu d'intelligence artificielle, vous permet de rentrer dans le magasin, de passer le tourniquet, faire vos achats, ressortir par ce même tourniquet et être automatiquement débité sur votre carte de paiement. C'est très pratique, c'est très smart et comme vous pouvez le voir, ce magasin est actuellement en pleine rénovation.
c'est effectivement une habitude pour les entreprises de logiciels. Test and learn. On essaye, on apprend, on améliore. Et naturellement, Amazon est très futé. Très futé, rappelez-vous le début d'Internet et des ventes sur Amazon. Au départ, c'était des livres. Après, on a pu acheter de plus en plus de choses. Et pour permettre à cette nouvelle mode de pouvoir se développer, Amazon avait développé son propre cloud, donc héberger ses propres serveurs, ses propres... Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des ventes sur Internet. Eh bien, Amazon va faire la même chose avec la technologie développée pour Amazon Go, qu'il va proposer à des retailers, qu'ils vont pouvoir donc mettre en place dans leur propre système sans avoir à dépenser les quelques centaines de millions d'investissements qu'il a fallu à Amazon pour faire fonctionner cette nouvelle forme de technologie de cash out. Voilà, bravo Amazon. Merci. Fil de réaction, les amis, en plateau à cette chronique. Amazon Go n'est pas encore arrivé en France. On sait que pas mal d'acteurs français à la distribution, on est très fort en distribution en Europe et en France en particulier, on pense à Carrefour notamment, et tentent de s'y mettre. Je dirais que ce que fait Amazon, c'est l'étape d'après de ce qu'a commencé à faire Casino avec ses premiers magasins sans caissière ou Monoprix aussi. On a tous en tête des passages en caisse où on scanne nous-mêmes les produits, c'est hyper casse-pied. Ouais. Donc évidemment que de se dire tiens, je vais remplir mon caddie pour ma famille de 4 dont deux ados affamés. Moi, c'est les courses version coronavirus toutes les semaines chez moi. Ouais. Donc évidemment, si on a un passage instantané, ça peut faire rêver. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage en caisse, c'est automatique, on n'a pas à payer, c'est débuté sur son compte Amazon. Après, ça pose des problèmes sociaux, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui étaient caissiers ? Je ne suis pas sûre que ça soit le métier le plus épanouissant du monde. Ouais. Et peut-être que ça peut réintroduire d'autres services du conseil en magasin. Peut-être qu'on peut sortir... Au-delà, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup annonçaient face au rouleau compresseur Amazon la mort du magasin de proximité ou du magasin en général, du brick and mortar. On s'aperçoit que Amazon maintenant se rend compte qu'il a besoin de proximité avec sa clientèle. Oui, puis moi je l'avais vu aux États-Unis dans une librairie Amazon qui était assez dingue. Pour le coup, il y avait quand même encore des gens, mais c'est vraiment, on observe ça depuis plusieurs années, mais effectivement, les boutiques physiques n'ont pas dit leur dernier mot. Emmanuel, toi, tu vas pas faire tes courses ? Du tout. Si, évidemment. Évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande distribution française, elle souffre énormément. Carrefour, Auchan, ils ont tous des difficultés économiques. Et que le drive... un petit peu mieux pour Carrefour, d'après les derniers chiffres, apparemment. Un petit peu mieux, mais c'est quand même pas encore... c'est pas la grosse réussite. Ce qu'ont poussé en France les grandes enseignes, c'est je fais mes commandes sur Internet, et puis je viens les chercher, donc c'est le click and collect, en fait. Donc le drive. Ou le drive, et effectivement. Ça marche plutôt pas mal. C'est une réponse d'ailleurs à Amazon. Donc c'est pas être livré directement chez soi, mais c'est utiliser Internet pour désengorger un peu le trafic dans les allées des supermarchés. Donc on est quand même aujourd'hui, on doit quand même y aller et quelqu'un nous apporte nos sacs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça demande plus de maintenance du côté de la grande distribution et pas moins, contrairement à ce que fait Amazon. Donc on a quand même aujourd'hui deux axes différents, on ne sait pas exactement lequel va gagner. C'est forcément le consommateur qui va déterminer ce que sera le futur. Allez, place à notre second grand sujet, le coronavirus, bien sûr, dont l'impact sur la tech risque de durer bien plus longtemps que l'épidémie. Le coronavirus grippe la tech, on ne pouvait pas éviter le sujet, et on l'avait déjà traité le mois dernier dans notre pilote. On craignait une pénurie de composants. Où en sommes-nous un mois après de lutte contre l'épidémie? Les gens de la tech ont tous annoncé, madame, messieurs, des profit warnings. Allez, Emmanuel, on te donne la main. Déjà, ça commence par le marché chinois, puisqu'il est en forte baisse, 54% de volume de smartphones vendus en moins par rapport à l'année précédente sur le seul mois de février. Donc c'est un marché qui s'effondre. Pour Apple aussi, avec 60% d'iPhone vendus en moins. Donc quand effectivement la Chine va mal, ça entraîne tous les grands secteurs de la high-tech qui ont pu parier sur ce marché pour vendre des terminaux par exemple, mais ça peut aussi jouer pour eux en termes d'approvisionnement pour le reste du monde. Donc il y a les deux sujets, il y a le marché en tant que tel, le marché chinois, qui était un énorme débouché pour Apple, et donc c'est pas moi qui le dis. Loupé. Et puis après, il y a effectivement la Chine comme moyen de conception, de fabrication du matériel high-tech qui est vendu après en Europe et dans les autres pays. Et là, ça pose un deuxième problème qui est celui de l'approvisionnement. Donc aujourd'hui, il y a des soucis un peu partout. Il y a des soucis aussi notamment dans la région de Wuhan, où il y avait des fabricants notamment d'écrans plats. D'écrans plats, donc soit pour le salon, soit des écrans pour les téléphones, sur lesquels c'était des usines qui travaillaient pour Huawei, qui travaillent pour Huawei notamment, pour Samsung, donc un coréen. Donc on voit que ça touche
l'industrie chinoise et pas seulement l'industrie dans son ensemble. Donc Profit Warning, il y a deux géants de la tech qui ont annoncé leur... Oui, ils ont annoncé que leur chiffre d'affaires serait inférieur à leurs prévisions. Donc voilà. Apple et Microsoft, après, pour Apple, ça fait quand même une progression par rapport à l'année dernière, puisqu'ils ont leurs nouvelles annonces. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des conséquences sur les approvisionnements, parce qu'il y a un truc qu'on savait depuis 15 ans, puis qu'on réalise que en fait, c'est vrai, c'était pas juste une formule, c'est que la Chine, c'est l'usine du monde. Ben, en fait, c'est vraiment comme ça. Donc, sans composants chinois, on ne peut plus fabriquer de PC, mais ça va tout toucher. Ça va toucher le robot ménager, le climatiseur, l'automobile, bien sûr, il y a plein d'électronique. absolument tous les domaines, y compris le jouet, parce qu'il y a de l'électronique dans tous les jouets. Enfin, tout est concerné. Les médicaments aussi, on est très très dépendant de la Chine pour la production de médicaments. Bon, ça c'est plus de la tech, mais enfin, c'est beaucoup plus large. Et par contre, dans notre malheur, on disait avec quelque chose de bien, c'est que le gros de l'épidémie est arrivé pendant le Nouvel An chinois. Donc il y avait des stocks de précautions qui sont effectués parce que la Chine tourne au ralenti pendant une dizaine de jours pendant cette période qui est mi-février. Et en fait, selon les fabricants moi, que j'ai eu au téléphone, on était entre 1 et 2 mois de stock. Donc il y avait une espèce de pile de sécurité. Là, ce qui devient dangereux, c'est si les usines redémarrent, ce qui est le cas, mais elles ne sont pas encore à 100%, parce qu'il y a encore des gens qui ont peur, qui ne peuvent pas y aller, etc. Donc tant que ça ne s'est pas remis en route, c'est est-ce que ces stocks vont permettre de nous faire passer le creux. Ce qui est assez intéressant, c'est d'observer la nouvelle carte du monde qui va sans doute se redessiner. Il y a eu, et là, on voit, bien sûr, pour la production, mais également pour la recherche, c'est le Vietnam, en fait. On a vu une annonce de Samsung qui annonçait l'ouverture d'une grande usine au Vietnam, mais également un centre de recherche. Et là, les Vietnamiens ont bien compris, tout comme les Coréens, qu'il est très difficile de dissocier la recherche de la fabrication. On parlait tout à l'heure de la Chine qui, entre 2017 et 2018, augmentait de 11% son budget de recherche. On va voir ça dans des pays comme le Vietnam. Alors, nous, allez, je me sacrifie, je dis que pour Apple, ça serait Taïwan, parce que si on fait toute une phrase sans Apple... Oui, non, mais bien sûr. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va... Est-ce que la France, est-ce que l'Europe peuvent en profiter? Nous, au point, on a posé la question à Eric Carrel, vous savez, qui est à l'origine de pas mal d'objets technologiques inventés en France, le papa de WeThings notamment. Et en fait, lui, il a essayé depuis plusieurs années avec la Cité de l'objet connecté à Angers à rapatrier une partie de la production. Mais il dit que c'est très compliqué, qu'on va prendre beaucoup d'années pour réussir à vraiment produire quelque chose de 100% européen. Ouais, tu parlais de Taïwan, effectivement, ce serait Foxconn et Pegatron, qui sont des Taïwanais, qui rapatriaient une partie de la production de l'iPhone là-bas. Emmanuel et Elsa, pour répondre justement à Guillaume, est-ce que vous ne pensez pas, pour faire de ce malheur quelque chose d'assez positif, une prise de conscience qu'il faudrait mettre fin à ce modèle de la mondialisation à tout crin pour les produits de la tech et revenir à un modèle de production plus régional? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est ce qu'on vous dit, vos interlocuteurs, dans vos différentes rédactions aujourd'hui dans l'univers de la tech? Ok. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, monter une usine, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, ça demande des investissements colossaux. Donc ça prend du temps, comme le disait Guillaume, donc même de relocaliser ailleurs une forme de production. Alors certes, aujourd'hui, le Vietnam joue un peu ce rôle, parce qu'il y a aussi Nintendo qui a annoncé que, par exemple, pour la Switch, ils commençaient à rapatrier la fabrication de la Switch pour le marché japonais au Vietnam plutôt qu'en Chine. Donc on voit qu'il y a des capacités de production qui sont déjà existantes là-bas. Donc à court terme, ça peut plutôt bénéficier à des satellites de la Chine. Alors les Vietnamiens n'apprécieraient pas que je dise ce genre de choses, mais en tout cas à des pays qui sont autour de la Chine, qui ont des capacités de production existantes et qui peuvent servir de roue de secours dans un premier temps. Pour rapatrier après en Europe, là, c'est une autre histoire, ça veut dire relocaliser des investissements. On signale que Huawei a annoncé récemment la volonté d'ouvrir une usine de fabrication d'antennes en France. Mais ça, Elsa en parlera probablement mieux que moi pour la 4G et la 5G. Ça tombait bien, dirons-nous. Ouais, exactement. Il y a un contexte assez politique, mais parlons. C'est pas forcément lié au coronavirus, mais passons. Pas forcément, mais bon, voilà, ça montre que il y a pour une fois, on voit des Chinois investir en France dans de la production. Donc effectivement, ça peut arriver, mais ça va prendre du temps. Et puis, il reste quand même un élément de base important, c'est que la matière, c'est-à-dire que l'emploi est plus cher en Europe qu'en Chine, même si en Chine, le niveau de vie fait qu'avec la hausse du pays et la progression, on a vu les usines se déporter de plus en plus des côtes où elles étaient au départ, dans le centre, dans des villes plus petites, qui sont quand même des villes énormes, mais des villes plus petites. Donc on voit que la production migre
de là où en fait le niveau de vie est élevé vers là où le niveau de vie est un peu moins cher au centre du pays. Ouais, il y a de la ressource encore en main-d'œuvre en Chine, parce que je lisais récemment un chiffre comme quoi le parti a fait sortir 800 millions de personnes de la pauvreté en Chine. Il en reste encore 700 millions qui sont pauvres, si on fait juste les maths. Donc il y a un petit réservoir de main-d'œuvre encore en Chine qui n'est pas le cas vraiment en Europe, même si on a du chômage, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Mais c'est sûr que ça pose d'autres problèmes. Et puis ça pose aussi des problèmes parce qu'on prend conscience que pour faire circuler tous ces biens, bien ça pollue, que quand la Chine produit moins, il y a moins de pollution. Donc finalement, on va peut-être respirer aussi un peu mieux et finalement faire la COP21. Alors j'ose pas faire la blague, le coronavirus plus efficace que la COP21, voilà, c'est fait. Voilà. Mais il y a vraiment des prises de conscience qui dépassent bien ça. Cette dépendance aussi au marché chinois, là c'est quelque chose qui est subi, mais le jour où la Chine se fâche avec l'Europe et dit c'est fini, je coupe tout, on fait comment ? Voilà. Donc ça pose vraiment des problèmes géopolitiques aussi qui vont bien au-delà de ce phénomène ponctuel et qui impliquent... Alors c'est triste, ça me fait de la peine, mais finalement Donald Trump, il avait un peu anticipé ça en demandant à des géants de la tech, notamment à Apple, de rapatrier une partie de leur production aux États-Unis, ce qui n'a pas été fait. Il y a des débuts de réflexion qui sont engrangés, il y a des usines qui commencent à se monter au Mexique, aux États-Unis. Donc finalement, le phénomène, ça va peut-être prendre une vingtaine d'années pour rétropédaler, mais je pense que c'est enclenché de façon inéluctable. Moi, j'avais posé la question aux gens d'Apple en disant mais pourquoi il y a des années déjà, vous ne voulez pas rapatrier, ne fût-ce que pour les produits premium à forte valeur ajoutée, où il y a beaucoup de marge, une partie de production en Europe ou aux États-Unis. Et il m'avait répondu, Olivier, on voudrait bien, mais sauf qu'on n'a plus le savoir-faire. C'est-à-dire que les gens qui produisaient pour nous aux États-Unis et en Europe sont tous partis à la retraite entre-temps. Donc il faut rapatrier un outil de production et réapprendre à produire, ce qui va prendre des années. Mais en tout cas, il faut que le système se met en route. C'est un peu ce que disait effectivement Eric Carrel, pour reparler de lui de WeThings. Je lui avais posé la question pour ces balances connectées où il y a une dalle de verre et je lui avais demandé pourquoi vous ne travaillez pas avec Saint-Gobain par exemple. Il m'avait dit ils n'ont plus le savoir-faire, on n'a plus les usines. Il y a peut-être un autre aspect à observer dans la souveraineté, en tout cas dans la recherche actuelle de la souveraineté des pays. C'est comment on va pouvoir se passer de certaines matières premières, certains éléments comme les terres rares et toutes les recherches sur les nouveaux matériaux. On parlait de deep tech tout à l'heure, peuvent être assez essentielles pour les années à venir. Oui, sachant qu'en Europe, généralement, on n'est pas bien pourvu pour ce type de matières premières. C'est plutôt justement l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud en général qui est plutôt bien, voire même l'Australie. Allez, on continue sur le coronavirus, mais cette fois sous un autre angle. Comment la Chine utilise la tech aujourd'hui pour freiner l'épidémie de coronavirus ? Cédric, qui devait être avec nous cette semaine, mais il a un petit empêchement de dernière minute, a publié un papier très intéressant sur le site de LCI sur ce sujet. Il parlait d'une application qui s'appelait QR Health Code, qui proposait une sorte de questionnaire de santé qui affiche un QR code et une couleur. Alors c'est du vert, de l'orange ou du rouge, selon le niveau de risque face au coronavirus. Et ça a eu un succès phénoménal, je crois, en Chine, cette application. Oui, alors en fait, il y a une collaboration entre l'État chinois et plusieurs entreprises privées, dont Alibaba, Tencent, notamment pour mettre au point cette application. Cette application, elle a un pouvoir énorme parce que c'est elle qui va pouvoir vous obliger à rester chez vous en vous disant attention, là, tu as un QR code rouge, donc tu ne peux pas. C'est un vrai laissez-passer. C'est un vrai laissez-passer, mais ça peut aussi avoir un effet très important. Avec un rouge, on peut pas circuler en clair. Voilà, en fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est jusqu'où on va garder des données personnelles. J'en parlais avec Laurence De Villers, qui est une chercheuse en intelligence artificielle. Elle soulevait notamment l'importance des communs en termes de données privées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir garder à soi ou est-ce qu'on est obligé de tout partager ? Très, très rapidement, il y a une technologie assez dingue qu'a partagé avec moi une journaliste, Gwendoline Dos Santos. Il y a une entreprise chinoise qui s'appelle Onwang Technology qui peut maintenant reconnaître une personne qui porte un masque. En fait, ils vont s'intéresser aux traits du visage. Ils vont pouvoir détecter sa température à distance. La seule manière, en fait, de garder sa vie privée par rapport à cette technologie, c'est d'avoir à la fois un masque et des lunettes de soleil. Ouais, ça va très loin. Mais au-delà, pour revenir à cette application, Elsa ou Emmanuel, il y avait un article du New York Times qui expliquait comment elle fonctionnait. Et apparemment, ils ont disséqué le code de l'application et ça va très loin. Ça partage des données très personnelles avec la police, ça fournit l'identité, la localisation et bien sûr le code couleur. Donc tout le monde est au courant. C'est le principe chinois, c'est la vie privée, on s'en fiche en fait. Nous, on a des grandes pudeurs en tant qu'Européens, on ne veut pas partager nos données privées, alors que les Chinois n'ont pas du tout ces restrictions. C'est-à-dire que
tout ce qui te concerne me concerne. Et donc, il n'y a absolument aucun souci de déontologie ou de quoi que ce soit sur ces sujets-là. Il n'y a pas de limite. Alors, on comprend bien que c'est une mesure d'urgence, Emmanuel, mais est-ce que tu penses que cette classification tricolore pourrait survivre à l'épidémie et se généraliser? Et là, on voit l'impact que ça pourrait être très négatif une fois que, ce qu'on le souhaite tous, le virus sera un mauvais souvenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les entreprises du type Alibaba et Tencent, quand elles font des tests sur des types de technologies comme celle-là sur le marché local, le marché chinois, ils essayent assez vite derrière de pouvoir l'exporter, notamment en Europe et aux États-Unis. Mais derrière, c'est vrai que nous, culturellement, on n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes gouvernements non plus. L'atteinte à la vie privée, ça, pour nous, c'est un concept encore important, même si c'est un concept qui a tendance à s'éroder ces derniers temps, avec ce qu'on a pu voir, les différents scandales Cambridge Analytica et autres. Mais il y a quand même un socle de protection qui est toujours là, notamment avec la CNIL, le RGPD. Et quand on touche à des données de santé, on touche vraiment au des derniers maillons, quoi, avec probablement l'orientation sexuelle et l'orientation religieuse et politique. Donc c'est vrai que si on enlève ce dernier tabou, effectivement, un régime autoritaire comme la Chine, ils s'en fichent. En Europe, je ne pense pas que Alibaba et Tencent puissent venir avec ces technologies-là. Un tout petit mot pour ne pas parler uniquement de la Chine. On en avait un tout petit peu parlé lors de l'émission pilote. Clearview, une entreprise américaine cette fois-ci, a dû confesser avoir vraiment donné toutes les données, tout ce qu'ils avaient réussi à obtenir grâce à la reconnaissance faciale, l'avoir partagé sans aucun respect de la vie privée des personnes qu'elle observait. Oui, effectivement. Une chose est sûre concernant la Chine et le coronavirus, l'arrêt ou presque de la production industrielle a réduit, c'est plutôt une bonne chose, considérablement les émissions de gaz à effet de serre et leurs effets sur le climat. De la pollution, nous allons en parler à présent, et plus précisément l'impact de la pollution numérique sur l'environnement. Mais auparavant, gros plan sur les dernières infos de la planète Télécom, en compagnie d'Elsa Bambaron. Elsa, quelles sont les dernières infos du côté de la planète Télécom? Alors, je suis partagée entre dire il se passe plein de choses et on est dans une espèce de RAS aussi de rien à signaler parce que en France, en tout cas, les opérateurs télécoms, au moins pour 2 d'entre eux, Bouygues et SFR, attendent désespérément de savoir si oui ou non, pour leur 5G, ils pourront utiliser des équipements Huawei. Ils sont soumis à autorisation de l'État. Ils devaient avoir leur réponse début février. À mi-mars, ce RAN ne voit-tu rien venir, toujours rien. Et là-dessus, il y a Huawei qui annonce qu'ils vont installer une usine en France. Donc, normalement, ça aurait dû être Champagne, machin, petit four, etc. Conférence de presse surréaliste dans un hôtel parisien avec quand même le patron de Huawei, le PDG, qui a fait le déplacement de Chine pour faire l'annonce en plein coronavirus. Donc, il était motivé, le garçon, pour dire on va investir 200 millions d'euros et en créer jusqu'à 500 emplois en France pour cette usine. Donc, et là, pas de réaction du gouvernement. Très gêné. Silence embarrassé. Oui, mais si on veut interdire Huawei, que va faire Huawei? Donc en fait, ils se sont dotés d'un nouveau... C'est moi qui parle. Ils se sont dotés d'un nouveau bâton pour dire si jamais on nous empêche d'installer des équipements Huawei, on peut toujours dire finalement, on ne fait pas l'investissement ici, on va en Allemagne ou en Angleterre. Un moyen de pression. Un moyen de pression supplémentaire. C'est un moyen de pression, non? Tu as totalement raison, mais on voit également que les États se mêlent de ce choix, parce que si mes informations sont bonnes, il y a également la menace de ne pas commander en Europe et en France certaines commandes nucléaires. C'est-à-dire qu'en gros, si la France dit totalement non à Huawei, la Chine pourrait, en représailles, ne pas commander. Il y a un deal avec EDF qui est dans la balance. Voilà. Trump, c'est le Roquefort et la Chine, c'est le nucléaire. Alors, il y a un autre deal. Laurent. Emmanuel. Oui, ou Laurent, comme tu veux. Laurent, mais c'est quelqu'un d'autre. En fait, il se trouve qu'avec le coronavirus, il y a encore des Français qui sont en Chine aujourd'hui et qui attendent d'être extradés vers la France. Si on commence à dire que Huawei est banni, il y a des fortes présomptions que le gouvernement chinois retarde l'arrivée de ces Français en France. Et ça, au niveau du Quai d'Orsay, ils en sont assez conscients. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'ANSSI temporise avant de dire non à Huawei et aux opérateurs, parce qu'il pourrait y avoir des mesures de rétorsion à court terme sur des Français qui sont encore en Chine. Pour l'instant, c'est ce qu'on disait le mois dernier, on va conclure là-dessus, Elsa, si tu veux bien, c'est que ce n'était pas un non à Huawei, mais un non à Huawei en cœur de réseau 5G, c'est bien ça?
On est toujours sur la même chose en cœur de réseau 5G, mais aussi pour les antennes. C'est là la différence. Et la difficulté pour SFR et Bouygues, c'est que ce sont les opérateurs qui ont fait le choix depuis le début d'en avoir. Ils ont la moitié de leur réseau alors que Orange et Free pas du tout sur la partie mobile. En revanche, ils ont du Huawei comme tout le monde pour leur fibre. Donc c'est un feuilleton qu'on vous proposera tout au long de ces émissions dont on refait la tech. Allez, on enchaîne maintenant au troisième sujet phare de cette émission, à savoir la pollution numérique. La pollution numérique, alors que ces dernières années, au moins jusqu'au début des années 2000, il y avait un enthousiasme qui était général en faveur de la tech. Et puis, on voit, ces derniers temps, une prise de conscience que son usage peut avoir un impact significatif, surtout sur le climat. On parle même désormais de pollution numérique. Voilà un aspect, je dirais, méconnu de l'usage intensif de nos smartphones. Des études très sérieuses ont été menées pour sensibiliser sur ce sujet, à commencer par le rapport du think tank Shift Project, auteur plus récemment d'un rapport qui s'appelle l'INCT pour une sobriété numérique, on va en parler. En gros, pour résumer, ou faire un état des lieux, regarder une série sur Netflix sur son téléphone équivaudrait à 2 fois la consommation d'un four qui chauffe pendant 1 heure, à vide bien sûr. Donc effectivement, là, on se rend compte de la gabegie énergétique. Je te vois faire la moue, mais je donne les arguments du Shift Project. Le streaming sur Netflix consommerait à lui seul davantage que la consommation annuelle d'électricité au Royaume-Uni. Donc Netflix au niveau mondial, c'est la consommation d'électricité au Royaume-Uni, soit 370 terawatts par heure. C'est énorme. Enfin, le numérique représenterait aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre, soit 1,5 fois plus que le transport aérien. Là, on est carrément à 3 fois plus parce qu'il n'y a plus d'avions. Voilà. Et la consommation d'énergie liée aux activités numériques augmenterait de près de 9% par an. Dernier chiffre, 44% de l'empreinte carbone est due à la fabrication des terminaux et 56% à leur utilisation. Donc c'est vraiment nous, par nos usages quotidiens avec nos doudous numériques, comme je les appelle, qui sont responsables de tout cela. Alors une question très simple, les amis. Allez-vous arrêter tout simplement de binge-watcher sur Netflix, ou plus sérieusement, que pensez-vous de cette étude qui a fait couler beaucoup d'encre, Elsa? Alors, moi, sur le binge-watching, je suis super mauvaise parce que je ne pratique pas. J'ai plein de vices, mais pas celui-là. Dommage. Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui doit être faite. Streamer, c'est pas innocent. Cliquer sur... c'est tellement dématérialisé le numérique qu'on n'a pas conscience que derrière, il y a effectivement des machines qui tournent. Il faut de l'électricité. On parlait des télécoms tout à l'heure. Le signal... Les ondes, ça n'arrive pas par magie dans les téléphones. Relais, non, mais tout simplement, les antennes, ça fonctionne sur de l'électricité. Donc, avec des grosses consommations. Donc, tout ce qu'on fait en permanence, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors après, il y a peut-être des pratiques vertueuses à avoir. Si vous écoutez un podcast radio et non pas regarder, on refait la tech en boucle, ce qui est une faute de goût, couper l'image, par exemple, ou bien pour certaines séries. Est-ce que vraiment il faut avoir de la 4K pour regarder tout et n'importe quoi? Est-ce qu'on peut pas faire sur d'autres? Il y a plein de choses. Il y a une façon aussi d'encrypter certaines pages web qui permettent de consommer moins d'énergie. Bref, il y a des petites pratiques, mais qui commencent à se mettre en place pour essayer de freiner cette espèce de dépense énergétique monstrueuse et qui coûte énormément d'argent. Oui, et d'autant plus que les plus accros à ces usages numériques sont les plus jeunes. Ce sont eux qui sont les plus sensibilisés, et c'est heureux, justement à l'impact sur le climat. Donc c'est un paradoxe, et il y a un vrai travail d'évangélisation et de prévention à faire auprès des plus jeunes. Qu'est-ce que tu penses de ces études? Est-ce que tu trouves que ces chiffres te semblent cohérents ou est-ce un peu alarmiste? Je suis tout à fait d'accord dans ce que tu dis sur les jeunes qui sont très sensibilisés. Je vis avec 2 petites filles, maintenant bientôt des grandes, 9 et 11 ans à la maison. Elles me parlent énormément d'environnement. Alors, moi, j'ai pas trop regardé toute la consommation énergétique des services. Je sais que c'est dingue et les chiffres que vous donniez sont assez impressionnants. Il y a des petites initiatives peut-être plus au niveau de l'électronique, des gadgets, mais qui sont intéressants à encourager peut-être. Il y a une machine à laver la vaisselle qui s'appelle Bob, une machine à laver le linge qui s'appelle l'Increvable, qui eux vont travailler sur le fait d'avoir moins besoin lorsque une machine est défectueuse, de remplacer toute la machine par exemple, mais de remplacer uniquement une petite partie. Les téléphones comme le téléphone Fairphone qui sont livrés avec un tournevis. Au niveau du hardware, il y a des innovations assez intéressantes à encourager. C'est encore timide. Emmanuel, on a vu que cette semaine il y avait un papier dans Libération issu d'un site qui s'appelle Carbon Brief, qui revenait sur ces chiffres et qui essayait d'y voir un peu plus clair. Et d'après eux, qui sont quand même des gens aussi respectables que le think tank The Shift Project, justement, The Shift Project aurait été un peu optimiste dans la consommation énergétique, notamment d'un Netflix.
Oui, alors le problème, c'est que qu'est-ce qu'on compte là-dedans? Parce que, comme tu le sais, quand on joue en ligne, quand on regarde un film sur Netflix, quand on stocke ses emails sur un serveur Outlook 365 de chez Microsoft, on utilise du cloud. Alors ça peut être du cloud gaming, ça peut être du cloud pour se distraire, ça peut être du cloud pour travailler, mais c'est la tendance généralisée de dire aux entreprises, les serveurs sont plus chez vous, ils sont à l'extérieur, donc on crée des baies de stockage et d'applications qui sont chez OVH, chez Amazon, et qui se répandent un peu partout sur la planète, parce qu'il faut aussi pouvoir y accéder très rapidement. Donc il faut que ces données soient relativement proches de l'utilisateur. Et donc ça, c'est un double problème. Le problème, c'est des serveurs qui consomment beaucoup d'argent. Beaucoup d'électricité, donc beaucoup d'argent. Et une fois qu'ils sont utilisés, ils dégagent beaucoup de chaleur, donc il faut les refroidir. Donc ça veut dire les climatiser les fermes de serveurs, les refroidir avec de l'eau, comme le fait par exemple OVH dans certains systèmes qu'ils ont chez eux. Donc en fait, il y a une double consommation énergétique. Faire fonctionner le serveur et le refroidir. Donc deux dépenses pour le prix d'un, si tu veux. Donc ça pose un problème. Et puis l'autre problème, c'est que les usages sont en train de s'étendre sur le jeu en ligne, sur le streaming. Et donc on a de plus en plus besoin effectivement de se connecter à distance à ces baies de serveurs qui sont celles de Netflix et autres. Mais pour revenir un instant, et ce sera le mot de la fin sur cette étude, il y a quand même donc l'Institut, je cherche le terme, l'Agence internationale de l'énergie, et donc qui a émis des réserves sur le mode de calcul de l'empreinte carbone, notamment des visionnages des vidéos en streaming sur Netflix. Ce serait 27 à 57 fois inférieur aux conclusions du rapport réalisé en 2019 par le think tank français de Chypre. Je vous renvoie, on mettra le lien à l'article de Libération, parce que c'est passionnant. Il y aurait des erreurs de calcul. Bon, mais il n'empêche, le constat est là, vous avez raison, il y a un vrai problème de pollution numérique. C'est une réalité, et puis on peut se poser des questions sur l'avenir, parce que demain va arriver à la généralisation de la 4K, la génération de la 8K pour la vidéo, et puis tout ça sera accessible beaucoup plus facilement avec l'émergence de la 5G, si bien que beaucoup de think tanks, d'analystes, d'écolos, à juste raison, se posent des questions. Est-ce que c'est bien raisonnable de lancer la 5G? Est-ce qu'on en a vraiment besoin à l'aube des urgences climatiques? On va reposer la question de la 5G, que si on ne la déploie pas, si on continue à consommer autant de data, en 2022, les réseaux 4G sont saturés. Donc, d'un point de vue strict comme ça va servir déjà à désengorger. Ça va apporter des nouveaux usages aussi, c'est un des arguments. Il ne faut pas oublier que dans les spécificités de la 5G, il y a quand même une baisse de la consommation énergétique. C'est-à-dire que tous les équipements de réseau qui sont déployés pour supporter la 5G sont beaucoup plus vertueux d'un point de vue écologique, énergétique en tout cas, que ceux qui sont utilisés pour la 4G. Alors certes, c'est un calcul, on va dire, du puits à la roue, parce qu'il faut aussi construire ces nouveaux équipements, et donc ça va consommer. Mais on est aussi dans un système qui est de plus en plus vertueux, avec du recyclage qui est de mieux en mieux opéré par ces opérateurs, la phrase est moche. Mais voilà, on arrive à une prise de conscience des grands groupes, et on a dépassé, à mon sens, depuis très longtemps, le simple greenwashing qui consistait à mettre une grenouille verte sur un paquet de lessive et dire je suis écolo. Maintenant, il y a une vraie démarche écologique, parce qu'il y a aussi une demande des consommateurs et la conscience qu'on ne peut pas continuer à faire n'importe quoi ad vitam aeternam. Mais c'est aussi à nous d'être responsables. Tu disais, est-ce que vous allez arrêter de binge-watcher? Faisons ça, ça va déjà permettre de consommer moins. Ouais. Concrètement, il y a, comment dire, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des solutions technologiques? Tu parlais tu donnais l'exemple de la machine à laver, mais bon, juste arrêter ces appareils électroniques quand ils sont en veille. C'est important en termes de consommation d'eau. Mine de rien. Ouais. Mais concrètement, pour la vidéo, on peut mettre en place... J'ai discuté avec des différents acteurs du stockage qui m'expliquaient qu'aujourd'hui, les normes de refroidissement des serveurs sont très élevées. Il faut que ce soit très frais dans les serveurs de centres de données où sont tous les films, entre autres, de Netflix. Pourquoi une température si basse? Si basse. Orange avait une douzaine de data centers en France. Ils sont en train de tout regrouper sur 2 gros data centers qui sont l'un vers Chartres et l'autre en Normandie, et qui sont refroidis avec ce qu'on appelle du free cooling. Free parce que c'est gratuit et non pas parce que c'est Xavier Niel. Tout simplement, c'est refroidi avec l'air ambiant, parce que, pardon les Normands, mais il fait plutôt frais dans cette région, et donc ça permet simplement, avec des jeux de ventilation, on redécouvre ce que faisaient les Indiens dans les palais
crée des marajas, c'est-à-dire qu'en créant des courants d'air, on arrive à avoir un système de refroidissement naturel. L'avantage, c'est que ça ne réchauffe pas l'extérieur, ça ne consomme pas d'énergie supplémentaire. Donc évidemment, le mieux, ça serait de ne pas avoir de data center. Mais dans la mesure où on est dans une situation où il y en a, et il y a un autre point qui se développe, ce sont tout ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire du stockage de données en plus petite quantité, plus proche. Et puis il y a aussi des acteurs qui font des choses rigolotes. On parlait de start-up tout à l'heure. Il y a le projet, au moment où je vais le dire, le nom m'échappe, qui fait des systèmes de stockage à mettre dans les entreprises. Et en fait, ces baies de stockage, ce sont aussi des radiateurs. Donc, tant qu'à chauffer, autant chauffer pour quelque chose. Puis on voit qu'il y a aussi certains acteurs qui tentent d'immerger les data centers en mer ou dans l'eau carrément, donc ça permettrait un refroidissement plus naturel. Et puis on a vu les déclarations plus récentes du patron de Microsoft, Satya Nadella, qui s'est engagé à ne plus émettre d'émissions de carbone d'ici 2050. Investissement d'1 milliard quand même de dollars sur un fonds d'investissement pour le client et pour ces enjeux de croissance durable. La croissance durable, c'est ça l'enjeu en fait. Oui, la croissance durable, c'est intéressant, mais là aussi, un peu comme sur les deep tech, il faut voir très très loin. Il y a une enquête qui est absolument géniale d'un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron, qui s'appelle La guerre des métaux rares. En fait, il explique que bien sûr, il faut s'appuyer de plus en plus sur les énergies renouvelables, le solaire par exemple, l'éolien, mais il faut également penser au recyclage des panneaux solaires et il montre le véritable coût écologique de certaines énergies renouvelables. C'est assez passionnant. Emmanuel, le mot de la fin peut-être ? Oui, non, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, Google, par exemple, avait installé des fermes de serveurs pas loin des pôles, là où il fait très frais, donc au-delà du Canada, puisque ça permet de refroidir naturellement en fait, les serveurs. On peut effectivement les mettre sous l'eau. Puis dernier point, il faut savoir aussi que les fabricants de microprocesseurs essayent de faire en sorte que les microprocesseurs soient un peu plus intelligents et gèrent leur appel à l'énergie en fait, pour fonctionner, pour pas qu'ils soient ad vitam aeternam alimentés, qui puissent de temps en temps couper ou réduire leur empreinte énergétique en fonction de l'utilisation qui en est faite. Donc en fait toute la filière doit faire des efforts, ça prend du temps. Comme le disait Guillaume, donc, mais c'est une tendance de fond puisque tu parlais de Microsoft, Google essaye aussi d'annoncer qu'il ferait attention à leur empreinte carbone dans les 10-15 ans qui viennent. Même Amazon a fait des déclarations dans ce sens-là, mais beaucoup plus tard. Et du coup, la pression est venue de l'interne, des salariés qui disent mais non, mais on peut pas. Si Microsoft et Google le font très vite, on peut pas nous se mettre à un échéancier beaucoup plus loin. Donc on voit qu'aussi que la pression vient de la société, mais également des salariés des grandes entreprises. Merci, gros plan présent sur les toutes dernières infos propres aux acteurs du numérique. Ce sont les indiscrétions tech. Les indiscrétions tech, les dernières rumeurs qui courent autour de la planète tech. Et on commence par des infos en termes de cybersécurité avec Emmanuel Paquette. Oui, effectivement, donc c'est le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui essaie de faire pression sur la France pour se mettre ensemble et demander à Facebook de ne pas chiffrer les communications de Facebook Messenger et d'Instagram Direct. Mais pourquoi Alors l'argument avancé par le ministère de l'Intérieur anglais, c'est de dire que ça freine la lutte contre la pédophilie, puisque les pédophiles s'échangent des images ou prennent contact avec des mineurs via ces messageries, et que du coup, si les forces de l'ordre peuvent pas y avoir accès, ou en tout cas, ce qui ont accès, c'est des éléments brouillés, ça freine les enquêtes et ça peut porter atteinte en fait à la sécurité des enfants. Alors là-dessus, la position française est assez ambiguë. Officiellement, ils ne disent rien, mais ce n'est pas a priori, la France va pas suivre les pas de l'Angleterre, sachant que derrière l'Angleterre, il n'y a pas simplement l'Angleterre, il y a la position américaine qui est également identique et celle de ce qu'on appelle les Five Eyes, c'est-à-dire la communauté du renseignement des 5 grands pays anglo-saxons. Donc c'est les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. Donc les 5 sont en train de s'associer pour dire à Facebook stop à ton projet. Autre peut-être info liée plus ou moins à la cybersécurité, ou du moins au monde de l'espionnage, je crois. Oui, alors il va y avoir une avant-première très secrète. Donc la semaine prochaine, au sein du boulevard Mortier, donc de la DGSE, des services de renseignement extérieur, une avant-première de la saison 5 du Bureau des légendes, dont les 2 premiers épisodes vont être diffusés au sein de la DGSE. Alors, pourquoi la DGSE ?
Alors parce qu'elle participe depuis le départ du Bureau des légendes, elle donne son logo, elle a donné accès à quelques petits éléments, puisque ça aide beaucoup la DGSE aujourd'hui, cette série, ça les aide à améliorer leur image, à se faire connaître du public et surtout à recruter, effectivement, et recruter justement des gens dans la cybersécurité, des développeurs, des gens dans l'intelligence artificielle, donc des gens qui sont aujourd'hui séduits ou courtisés par les GAFA. Donc vous pouvez aller travailler chez les GAFA et gagner beaucoup d'argent, ou gagner beaucoup moins d'argent à la DGSE, mais faire des choses des fois un peu plus intéressantes. Servir son pays. Elsa, de ton côté, une petite indiscrétion tech. Oui, déjà j'ai retrouvé ma mémoire, c'est le Carnot, mes radiateurs qui font aussi les serveurs avec un cul. Ouais. Donc je suis contente, je suis encore pas complètement gâteuse. Et une petite indiscrétion, moi, c'est que j'ai un petit coup de cœur pour, on va dire, la CNIL australienne cette semaine, qui, on en parlait tout à l'heure après le scandale de Cambridge Analytica, donc les fuites de données massives chez Facebook, menace d'infliger une amende de 300 milliards de dollars à Facebook. Et moi j'adore ce chiffre, parce qu'à chaque fois que les GAFA ont eu des amendes jusqu'à 2-3 milliards, on disait même pas mal, de toute façon ils gagnent des centaines de milliards de dollars par an. Là 300 milliards, moi je dis ça. Ça va calmer un petit peu. Je sais pas, mais je sais pas s'ils vont avoir une amende comme ça, mais au moins on se met autour de la table et on commence à parler entre grandes personnes, et moi ça j'aime beaucoup. J'aime bien les Australiens. Avec Guillaume. Alors on va rester justement dans l'univers de Facebook et de Cambridge Analytica, parce que j'ai eu la chance de rencontrer cette semaine Christopher Wylie, donc c'est le directeur de la recherche de Cambridge Analytica, qui est lui-même un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que quand il s'est rendu compte du pouvoir de son entreprise qui utilisait des données pour orienter les votes, notamment des utilisateurs de Facebook. Il dit notamment que le Brexit n'aurait pas dû avoir lieu. Il explique. Ça va très loin. Voilà, en fait, il invite Mark Zuckerberg. Il aimerait vraiment le rencontrer de manière très longue, mais surtout, il adresse un petit message aux dirigeants français. Il dit: c'est super de vouloir avoir un écosystème tech en France, Station F, tout ça, c'est génial, il faut continuer. Par contre, par pitié, n'imitez pas la Silicon Valley, parce qu'il faut recréer sur Internet de la manière que les bâtisseurs d'un bâtiment doivent respecter certaines règles lorsqu'ils bâtissent quelque chose. Eh bien, les architectes de réseau doivent aussi respecter des règles. Ce n'est pas en copiant la Silicon Valley que vous allez créer un nouveau savoir-vivre ensemble. Très bien, on va rester avec toi si tu es d'accord. Guillaume, tu es un passionné d'intelligence artificielle. C'est ta rubrique, ça s'appelle la Minute IA. La Minute IA, donc, avec notre ami Guillaume. 1 minute pour nous convaincre, 1 minute pour expliquer un sujet aussi compliqué que l'IA. Bon courage. Oui, Olivier, je me suis intéressé cette semaine aux travaux de DeepMind. Vous savez, DeepMind, c'est une entreprise britannique qui a été rachetée en 2014 par Google. Et DeepMind, ils ont été célèbres parce qu'ils ont gagné contre les meilleurs joueurs de jeux de Go au monde depuis 2 ans. Ils s'intéressent à la biologie moléculaire et ils ont décidé d'essayer d'avoir une reproduction numérique de certaines protéines qui joueraient un rôle dans l'expansion, dans la propagation du coronavirus. Ils ont décidé de partager ces recherches très très vite, beaucoup plus vite que d'habitude, sans même attendre d'avoir la validation d'autres chercheurs. On ne sait pas du tout si ça va permettre de stopper le coronavirus, mais ce sont des recherches très intéressantes, je trouve. Ouais, tu es largement en dessous de la minute, bravo. Petite blague pour terminer cette émission? Non, on en parlait avec Elsa tout à l'heure, avec toi aussi, et je crois que ça vous avait beaucoup rire. C'est une blague qui n'est pas super drôle, mais qui est très courte. C'est Batman et Hulk qui sont dans la forêt. Batman et Hulk, ouais. On connaît très bien. Il y a Batman qui dit à Hulk: Hulk, fais attention, t'as déchiré ta chemise. Et Hulk qui dit: je suis vert. Alors, je suis absolument désolée, vous aviez pu croire qu'on était des gens sérieux, donc grâce à Guillaume, tous ces efforts sont définitivement ruinés. Des années d'expertise en matière de la tech qui s'envolent en Il a des enfants, 11 et 9 ans, tout s'explique. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait la tech. Merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. Merci madame, messieurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain avec Cédric, avec Marjorie également. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et au mois prochain. Au revoir.